Oh, hi, Mark. Eh bien, bonsoir et bienvenue à tous dans Podculture, le premier épisode officiel de ce podcast. Même si on en a déjà fait un, voilà, en réalité c'est l'épisode 2, mais n'en tenez pas compte. Je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter si ça vous donne envie après ça. Je suis Charles, alias Glory, et comme la dernière fois, je ne suis pas seul ce soir. Il y a aussi Antoine, aka Antenio. Bonsoir. Nous avons Gwen, aka Gibon. Et salut. Et enfin, Antoine, numéro 2, la classique, aka Valky. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui nous découvrent, je pense que c'est majoritairement tous ici. Pour ceux qui ne nous écoutent pas. Pour ceux qui ne nous écoutent pas encore, nous sommes un podcast bimensuel où on tente de vous faire découvrir des choses en parlant de pop culture, de culture web, d'actualité ou d'high-tech, par le biais de 2 chroniques par émission, qui abordent des sujets donc du coup très divers. Mais avant de commencer dans les chroniques, etc., comment allez-vous, messieurs, ce soir ? Bon, bah, écoute, tout à fait bien. J'ai à peu près dormi 5 heures. Je sors de 7 heures de visio. Ça va être super. Du classique, finalement. Ah bah, moi, je viens de manger un demi-kilo de hachis parmentier. Je suis au top. Formidable. On est très content pour toi, vraiment. Ah, je viens de manger une brique, les amis. Je suis en pleine forme. Bon, et Antonio, tout va bien aussi, pareil de ton côté, j'imagine. Ouais, tout va bien, ça va Imhotep, hein. Voilà, il stresse, parfait. là, parce que la première chronique, là, ouf. Eh oui, parce que tout à fait, tu mènes très bien le sujet, Gibon, bravo. Je sais. La dernière fois, c'était toi-même et moi-même qui avions abordé donc 2 chroniques. Moi avec le film Christine et toi avec le jeu Prehistoric Man. Et donc cette semaine, c'est au tour de nos 2 autres acolytes de travailler. Et qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ce soir, Gibon ? Yes, alors du coup, pour l'épisode d'aujourd'hui, donc c'est Antenio et Valky qui s'y collent, en effet. Donc on va commencer avec Antenio qui va inaugurer une nouvelle chronique, attention, ça veut dire nouveau jingle en plus, qui s'appelle L'heure des potes. Et donc là, on va parler d'actu ou d'un phénomène de société, mais on y reviendra un petit peu plus tard avec Antenio. Et ensuite, on retournera vers le monde vidéoludique, avec une chronique donc du petit jeu de derrière les fagots, qui va être présenté par Valky, et qui va nous parler de Harvest Moon. Donc voilà, c'est tout pour moi, je peux retourner dormir. Et bonne soirée à toi. Bonne nuit Gibon. et à la semaine prochaine, Gibon, hein. Allez, Allez, à plus. mais du coup, est-ce qu'on commencerait pas tout de suite, finalement ? Allons-y. On se parti. C'est parti. Eh ben, un petit jingle, c'est parti. Si un député de la nation n'explique pas à partir de son expérience ce que vivent ses concitoyens, mais qui le fera ? Le communisme s'est effondré. Les décideurs. Cette va les décideurs. Voyons quelques images de cette merveilleuse transhumance des moutons au Mont-Lozère. Quand on les voit comme ça tous ensemble, ça rappelle un peu les attroupements de la fête de la musique. Ils sont formidables. Le jingle, il est fantastique. Hein. Incroyable. Bon, Ah, bah, Ça te j'ai va, les les deux décideurs références. bonjour et bienvenue dans votre émission de podcast préférée. Et dans ce nouveau segment inédit, jamais dévoilé jusqu'à cet épisode 1, j'ai nommé l'heure des potes, dans lequel nous allons parler d'actualité, ou de sujets de société de manière générale, en lien avec la culture, bien évidemment. Alors, au programme ce soir... Est-ce qu'on peut faire preuve de beaucoup de mauvaise foi ? Évidemment, Gibon, Ah. on est là pour ça. Alors, tant qu'on se coupe pas la parole et qu'on respecte le débat, Raté, du coup. Ah bah merde, au bout de 10 secondes, c'est fini. c'est fini. Aïe. Merci. Bon, alors au programme aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez actuel et qui est très important quant à la culture, peut-être un peu méconnu ou mal compris. Alors la semaine dernière, l'épisode précédent, on a parlé un peu de cinéma, vous vous en souvenez ? On a parlé de Christine de John Carpenter. Laquelle ? La fameuse. Et du coup, je pense qu'on est assez d'accord tous ensemble pour dire ce soir que le cinéma, c'est plutôt cool. Ah oui, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est sympa. C'était cool. C'était- en tout cas, c'était- parce que- Sympa sur 20. Voilà, aujourd'hui c'est un peu plus difficile, Covid, confinement, les salles sont fermées. D'ailleurs, en parlant de sympa salles, sur 20. en parlant de salle, je vais vous poser une petite question. Et compte tenu du contexte, ça va sans doute susciter un petit exercice de mémoire. Est-ce que vous vous souvenez quel est le dernier film que vous avez vu en salle de cinéma ? Tout le monde Moi, ne oui. connaissait pas. Hein. Moi oui, mais vous ne le connaissez pas. C'est un peu comme le jeu Pharaon de la semaine dernière où je lui posais la question est-ce que vous connaissez le jeu et finalement tout le monde le connaissait. Non, moi c'est Blood Machine. Et Tu sais qu'ils vont du faire coup, un remake ?
Sur Steam, Van Machine, Avec The ouais, Rock. que j'ai vu l'été dernier au cinéma, il a été diffusé dans très peu de salles en France. Et d'ailleurs, c'est en lien avec la chronique que vous ferai la semaine prochaine. Donc, je n'en parle pas plus. D'accord. Gibon, tu te souviens de ton dernier ciné? Franchement, j'arrive pas du tout à me souvenir et je pense que ça doit être un Marvel. Et ça doit être pour ça d'ailleurs que je me rappelle pas duquel je suis allé voir. Ça C'est tacle. pas grave. Et toi, Valky, tu t'en souviens ou pas? Ouf. Il y a moyen que ce soit un Marvel aussi, mais il y a aussi moyen que ce soit le dernier Rambo. Me jugez pas. Non, mais J'ai été pour la science. Pas de jugement, on y va aussi pour le divertissement. Et spoiler, il Il y a arrache le cœur d'un il y a type un à main Rambo. nue. Voilà. Si jamais, si vous avez envie de voir, le dernier Rambo, c'est un Rambo. Très bien. Je savais pas qu'il y très avait un bien. Rambo récent. Ah, ça s'arrête jamais. Hein. Après, les connu, connu en sphère. Personnellement, c'était Tenet, que j'ai vu fin août, début septembre. Voilà. Ah, mais oui, mais j'avais oublié que c'était ouvert. Je pense que c'est tout simplement Noir que j'ai vu en fait. En dernier. D'accord. Qui a été aimé au César Tout à fait. Bon film. récemment. Puis C'est évidemment, vrai que j'avais il- failli voir Tenet en Allemagne et j'ai pas voulu le faire finalement, ne parlant pas allemand. ça aurait été Ça marrant. aurait été assez drôle. T'aurais encore moins compris, je pense. Oui, c'est vrai. Pire film pour ça. Bref, donc voilà, ça fait longtemps qu'on est allé au ciné. D'ailleurs, il y a plein de films qui ont été repoussés en fin d'année. On va pas tous les citer, mais il y a le dernier James Bond, évidemment le film Kaamelott, le prochain OSS, ce genre de choses. Notre James Bond français. Enfin bref, en tout cas, merci pour votre contribution. Et sans transition aucune, on va passer sur un petit blind test. D'accord. Pour tester un peu vos connaissances. Je vais vous passer quelques courts effets sonores, ça va être très très rapide. Alors je pense que vous allez vite les reconnaître, et je veux juste que vous m'identifiez le point commun entre ces petits effets sonores. Glory Music, hein, si je puis dire. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est de la musique. Est-ce que ça peut être un jingle pour une marque? Ah, peut-être. Non, moi j'ai évidemment reconnu le dernier. Mais le deuxième Qui est aussi net- me dit un truc. Qui est Netflix. Qui ne connaît pas le toutung de Netflix. Ouais. Le premier, j'hésite, mais je crois que c'est Canal+, mais je sais pas. Et le 2, je sais pas. Du coup, vous avez pas d'idée? Eh bien, le premier, c'était le jingle de Prime Video, qui est la plateforme Amazon de streaming. Le second, c'est le jingle Disney+. Et le troisième, c'est le jingle Netflix. Alors, c'est quoi leur point commun? Ils sont c'est tous que américains. Streamage. Ce sont des plateformes de streaming, et oui. Ouais. C'est bien. Et donc, pour revenir un petit peu en Merci. arrière, est-ce que le dernier film que vous avez vu en salle, vous l'avez vu disponible sur une plateforme de streaming? Je crois qu'elle est sur Eh YouTube, ben, moi, du coup. Ben oui, parce qu'en général, quand vous allez voir un film en salle, vous allez sans doute pas le voir tout de suite disponible sur une plateforme de streaming. Streaming, enfin, je vous présente pas je vous dis pas ce que c'est qu'une plateforme de streaming, hein, vous savez très bien. C'est une plateforme de diffusion en ligne de contenu vidéo, de séries et de films. Hein. Pourquoi on ne voit pas de films récents sur ces plateformes? C'est parce qu'on a un système en place qui s'appelle la chronologie des médias. Est-ce que vous pouvez m'expliquer grossièrement en quoi ça consiste? C'est sommairement. Vas-y, hein, fais-toi plaisir. Alors, de ce que j'ai compris de la chronologie des médias, c'est que alors je sais pas si c'est que en France, je crois que oui, mais en gros, pour diffuser des films en France, il faut contribuer entre guillemets, ce que ne font pas forcément les plateformes, du moins un certain montant, et du coup ça donne un ordre de priorité pour diffuser après les salles. Et cette contribution permet de développer français justement, et nous permettre d'avoir ces superbes comédies que l'on connaît tous. C'est globalement ça, très bien. 20 sur 20. Tu peux faire la chronique à ma place? Puis je reviens la semaine prochaine? Parti. Allez. Attends, c'est bref. globalement ça, il a un 20 sur 20? Tu dis que c'est Ouais, moyen, généreux, puis en fait, il a 20 très sur 20. Je suis très généreux comme professeur. Moi, je pense que il faut encourager Un lion encourager rouge. la prestation. Discrimination Encore un. positive.
Non mais voilà, globalement c'est ça, hein, en fait, la chronologie des médias, c'est un système qui définit dans quel ordre et dans quel délai les films sortis en salle vont pouvoir être exploités sur d'autres supports. C'est pas forcément que du streaming, hein, évidemment, parce qu'un film qui sort en salle, il va pas sortir tout de suite en DVD ou en Blu-ray par exemple. Et historiquement, ce système est venu avec un peu la démocratisation de la télé, puisque les gens se retrouvaient à aller beaucoup moins au cinéma. Ils préféraient rester chez eux pour regarder des films à la télé. Ce qui fait que pendant un temps, pour y remédier, il y a une espèce d'usage qui est apparu, qui a fait que quand un film était sorti en salle, il n'allait pas immédiatement à la télévision. Donc c'était juste un usage au départ. Et puis avec les premiers supports cassettes commercialisés, on a commencé à avoir des législations qui ont imposé des délais de diffusion dans les années 80. Et donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué aujourd'hui, je vais pas vous faire tout le détail, hein, parce que ça change régulièrement, mais les délais ont changé, les acteurs et les modes de diffusion ont beaucoup évolué aussi. Et aujourd'hui, la chronologie des médias, c'est quelque chose qui est défini non plus par la loi, mais par accord interprofessionnel dans le milieu du cinéma. C'est-à-dire qu'en gros, les exploitants de salles, les producteurs décident dans quel ordre ça va être diffusé. Mais attends, mais du coup, l'État n'a pas son nez dans les affaires des médias. Intervient, mais c'est pas. Un des acteurs, quoi. C'est un des acteurs en fait. Et L'idée, c'est le ministère de la Culture. C'est ça. Roselyne Bachelot. Bon établissement, Roselyne, d'ailleurs, si tu nous écoutes. Tu nous écoutes sûrement. Sans doute, oui. Mais alors, j'ai une question, c'est que si on se plaint, nous, en tant que consommateurs, de la longueur de cette chronologie des médias, et que c'est pas l'État qui poserait problème parce qu'il y a des... Pourquoi ça bouge pas plus, finalement ? Pourquoi ça bouge pas plus ? Eh bien, on va y venir, justement, parce que c'est quelque chose qui est pas statique, ça évolue assez régulièrement, et il va y avoir très prochainement des petits changements, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard, parce que c'est actuellement... la dernière révision a eu lieu en 2018, et il y en a une qui est en cours en ce moment, donc à peu près 3 ans plus tard. Tel que c'est vendu par les médias, on va dire les journaux, etc., on a l'impression que c'est des directives qui datent des années 70-80, tellement ça évolue peu avec le milieu de l'Internet qui, lui, est très vif ou autre, donc bon, ok, très bien. Je sais pas c'est que... Eh bien voilà, on en apprend, c'est ça la découverte et l'apprentissage sur Internet et sur les podcasts. Merci d'être venu, Glory. Allez, je m'en vais. Et du coup, tu dis que la dernière, c'était 2018, donc c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça, en fait. On n'a pas l'impression, parce que on n'a pas l'impression, on s'en rend pas compte, ça n'a pas de répercussions sur nos vies, mais c'est souvent évalué et ça change, ça évolue avec les temps. Et alors, pour vous donner une petite idée, j'ai la liste des délais qui sont en vigueur. Donc, à partir d'un moment où un film sort en salle, il va pouvoir sortir en location ou en vente après 4 mois, ainsi qu'en VOD avec paiement à l'acte. C'est-à-dire qu'en gros, tu payes l'accès à ce film en spécifiquement, tu vois. C'est-à-dire qu'un site qui fonctionne sur un système d'abonnement et qui te donne accès à un catalogue, ça compte pas. Au bout du mois, il y aura une possibilité de diffuser sur les chaînes de télé-cinéma payantes qui ont un accord avec les organisations du monde du ciné. Donc là, ça impose à nouveau une espèce de négociation avec le monde du cinéma pour pouvoir diffuser au bout du mois. Donc ce qui fait que Canal+ fait partie de cela. Évidemment, voilà. Évidemment, les chaînes de télé-cinéma payantes, ça inclut principalement Canal+. Au bout de 17 mois, ça pourrait être toutes les chaînes de télé-cinéma payantes, ainsi que la VOD par abonnement, donc pour l'accès à un catalogue par un abonnement, mais seulement sur ce qu'on appelle les plateformes vertueuses. Alors le concept de plateforme vertueuse, on va l'aborder tout de suite, je reviens juste après dessus. Au bout de 22 mois, diffusion sera possible sur les chaînes gratuites qui investissent une certaine part de leur chiffre d'affaires dans le cinéma européen. Au bout de 30 mois, ce sera sur toutes les chaînes gratuites, ainsi que sur les plateformes de VOD par abonnement qui sont dites non vertueuses, mais qui ont quand même un accord avec le monde du cinéma. Au bout de 37 mois, ce sera sur toutes les plateformes non vertueuses. Et au bout de 44 mois, on pourra avoir une diffusion gratuite du film. Alors, on voit que, évidemment, au-delà de l'idée de protection et d'exploitation en salle qui était l'origine de cette chronologie, il y a quand même un gros enjeu de financement du cinéma aussi. C'est-à-dire que si tu finances le monde du cinéma, parce que même quand on parle d'accord avec le monde du cinéma, souvent il y a des parts de financement qui sont mises en cause. On pousse les acteurs de la diffusion des films à produire des films pour pouvoir les diffuser encore plus vite. Alors évidemment, quand les délais sont passés, ça ne veut pas dire que les chaînes peuvent diffuser les films comme ils veulent. Il y a quand même les négociations de droits de diffusion qui sont faites avec les ayants droit, les réalisateurs, les producteurs. C'est juste que l'accord ne peut pas être effectif, l'accord de diffusion, tant que le délai de diffusion n'est pas passé. Et donc, dans cette chronologie, je vous ai parlé de plateformes vertueuses et de plateformes non vertueuses. Alors c'est des terminologies qui sont un peu floues. À votre avis, ça peut vouloir dire quoi, ça Enfin, déjà, ça va coller à quelle plateforme, et c'est quoi la condition pour être vertueux ou pour ne pas être vertueux?
À la Vas-y, base, Gion. je pensais que c'était celle qui aidait au financement du cinéma, mais t'as rajouté toutes tes lignes qu'il y avait justement certaines qui finançaient le cinéma. Donc du coup, je ne sais plus. Tu m'as perdu. Parce que par exemple, Netflix produit ses propres contenus, ses propres films ou séries. En particulier, des fois, des séries qui sont passées en France pour justement alimenter le marché français. Alors, je sais pas comment ils font fonctionner des artisans dans le cinéma, des gens directement qui sont français qui travaillent dans le cinéma français. Je ne sais pas si on peut considérer Netflix comme une plateforme vertueuse, vu qu'ils financent en partie les acteurs du cinéma français. Je pense que tu vas répondre à cette question, mais en tout cas, j'ai pas la réponse. Évidemment, je je t'ai pas posé la question si j'avais pas la réponse. On parle surtout de Netflix parce que c'est surtout eux la grosse plateforme de référence en ce moment, mais même si on a d'autres qui existent, ils produisent des contenus en France. Ils en produisent même en Europe. Il y a pas mal de séries et de films qui sont produits par Netflix dans d'autres pays d'Europe qu'en France. Pour autant, c'est pas pour ça qu'ils sont considérés comme vertueux. Il y a d'autres critères qui vont entrer en ligne de compte. Et en fait, c'est la question de virtuosité pour les plateformes. C'est pas une question de financement du cinéma, mais c'est vraiment déjà un concept très national en France. Vu que ça suppose, alors je vous sors les critères, alors j'ai pas tout à fait le détail, mais globalement ça suppose d'avoir un accord avec le CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de payer une taxe auprès du CNC, donc le Centre national du cinéma et de l'image animée, d'avoir un accord avec le monde professionnel du cinéma, et de reverser, ça c'est la condition qui tue un peu tout, tu vois, c'est il faut reverser pour chaque abonnement mensuel, un montant de 3,50€. Ce qui fait que si Netflix, concrètement, avec son abonnement, je sais pas, à 12€, il devrait reverser 3,50€ pour pouvoir être considéré comme vertueux, en plus de tous les autres critères. Donc c'est difficile de créer un prix compétitif pour une plateforme avec ça, en plus des taxes qu'il va y avoir à payer avec le CNC et tous les accords qu'ils ont avec les autres acteurs du cinéma. Donc sur les 9 balles, sur les 9€ de ton abonnement, t'en as déjà 3,50 qui vont, entre guillemets, aux organisations françaises. C'est pour ça que du coup, Netflix n'est pas considéré comme une plateforme vertueuse parce qu'ils remplissent pas tous ces critères. Ils vont pas aller verser 3,50€ par abonnement. Sinon, si tu prends ton abonnement de base, que tu rajoutes les taxes et la somme de 3,50€ par mois, tu tombes facile dans un abonnement à 20€, quoi. Donc ça monte hyper vite si tu rajoutes tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les plateformes vertueuses, ça va surtout concerner Canal+, qui a plein de chaînes et qui se dote en plus d'une plateforme de diffusion en ligne. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais Canal+ aussi, c'est un abonnement qui est beaucoup plus cher. C'est ça. Donc ils peuvent se permettre. Mais est-ce qu'au final, le CSA ou toute autre organisation n'aurait pas intérêt aussi à regarder le côté un peu caché des plateformes de streaming? Alors, Disney+, ils font leur propre contenu, surtout aux États-Unis. Mais par exemple, Netflix, où ils font des séries françaises avec des acteurs français, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi moyen de regarder un peu de l'autre côté du miroir de ce point de vue-là? Enfin, je pense qu'ils le feront pas parce que c'est plus simple pour eux de juste se dire bon bah on touche une taxe et c'est fini. Et au final, tout n'est pas blanc et noir. On va voir, parce qu'en effet, si c'est en train d'être rediscuté, là, c'est justement pour prendre en compte ces nouvelles plateformes qui ont un peu tout pété dans le marché. Ben oui, parce que du coup, ce concept de plateforme vertueuse, il est un peu biaisé, vu que en plus la chronologie est déterminée par les acteurs du cinéma. C'est une définition qui a été fixée par les acteurs du cinéma. Donc il y a peut-être une volonté de base de ne pas inclure Netflix ou Amazon ou Disney dans ces calculs. On fait tout pour éviter qu'ils remplissent les conditions. Ce qui fait ça que serait politique, c'est ça que tu veux dire? Ça pourrait être politique. Qu'est-ce qui n'est pas politique? Donc la vraie question, c'est il est bon ton hachis, Valky? Ouais, j'ai été démasqué. Ah ouais, j'ai un peu continué le hachis. Mais en fait, c'est une barquette d'1 kilo. Et là, il me reste un quart, voilà. Désolé, Antonio. Excusez-moi. Mais c'était nécessaire, fallait qu'on ait des informations sur les agissements de Valky. J'écoute attentivement, et... Ben n'hésite pas à intervenir. Hein. Mais je n'ai rien à dire. Voilà, c'est parce que la chronique sur les champignons Antonio, elle est vachement intéressante, Valky. Ah oui, c'est clair, j'ai fait mes recherches. Et si tu vois un champignon rouge à pois blanc, n'hésite pas à le bouffer. Hein. Franchement, c'est une amanite tue-mouche, ça peut paralyser. Ah, peut-être pas écouter la chronique. Raté. Zut. Non mais est-ce que du coup, par là, tu sous-entends que les plateformes de streaming de ce style-là tuent l'industrie en fait? Bah, c'est un peu la question, et c'est ce que je vais développer un peu plus tard aussi, c'est est-ce que les plateformes de streaming doivent être vraiment isolées du reste du monde du cinéma, ou est-ce qu'il faut vraiment les traiter plus comme des partenaires dans la production cinématographique? Parce que dans le cas de Disney+, c'est quand même des blockbusters qui sortent, tu vois, qui se retrouvent dessus.
Dans le cas des Avengers, même les Star Wars ou des trucs comme ça, c'est des trucs à gros budget qui vont sur tous les écrans. Donc c'est pas vraiment tué, puisqu'au final, ils créent quand même du contenu. C'est ça. En fait, ça dépend, parce que c'est vrai que là, justement, il y a une polémique en plus en période de Covid, là où toutes les salles sont fermées. Disney Plus fait le choix de sortir les gros blockbusters qui étaient réservés au cinéma sur leur plateforme et de pas attendre. Ce qu'ils ont fait avec Mulan. Ouais, notamment. Donc c'est vrai que mais du coup, dans quelles circonstances Disney Plus peut se permettre de bâcler la chronologie des médias et de diffuser ses propres films tout de suite sur la plateforme? Mais à partir du moment où ils produisent leurs propres films, que c'est leur film, c'est leur droit de décider s'ils le sortent au cinéma ou tu vois. C'est ça, ils décident de le sortir au cinéma ou pas, mais en fait, s'ils le sortent au cinéma, d'office, ils sont soumis à la chronologie. En tout cas en France, parce que c'est un peu différent dans d'autres pays. On n'a pas le même, enfin tout ne s'applique pas forcément uniformément en Europe ou aux États-Unis. Ils n'ont pas les mêmes délais, ils n'ont pas les mêmes conditions. Je vous parle principalement de la France. Par une porte de cinéma, c'est fini, tu rentres dans la chronologie. Ok. C'est ça. Ce qui fait qu'en gros, les plateformes de streaming qui vont produire des films, ce qu'elles font en fait, si on regarde un petit peu Netflix et Amazon, ils produisent des films aujourd'hui. Ah, ça produit à l'appel, oui. Ça produit à l'appel, mais ça ne sort pas en salle. Ouais, non. Donc voilà, parce qu'en fait, si ça gagne des récompenses quand même. Parce que concrètement, en fait, là, une plateforme de streaming, elle va si pour un film qui est sorti en salle, elle peut pas le sortir sur sa plateforme avant 36 mois. 36 mois, c'est 3 ans. J'ai fait un bac S. Ah ouais. Moi, je l'avais pas, je le dis. Je te fais confiance. Alors, 3 ans, ça fait hyper long quand les diffuseurs plus classiques, eux, peuvent diffuser à partir de 8 à 17 mois. Ouais. Et du coup, ils s'engagent dans la négociation des droits de diffusion beaucoup plus tôt. Donc, concurrentiellement, ça fait quelque chose de très difficile pour les plateformes de streaming. Mais ça veut dire que, en tout cas pour le cinéma français, ces plateformes s'affranchissent de toute aide au cinéma français. Eh ben, pas forcément. Après, c'est un autre sujet. Enfin, notamment parce que Netflix produit des trucs en France, par exemple. Ça a d'ailleurs été une des conditions de leur implantation en France il y a quelques années, parce qu'ils ont eu du mal à s'implanter en France. Si on y réfléchit, ça commence à remonter. Ça a pris du temps. On a dû aussi réadapter la chronologie des médias pour les inclure. Mais ils font beaucoup de coprod ou pas? Ou c'est vraiment, dès qu'ils font un projet, c'est leur projet et personne n'y touche? C'est en général, c'est ça, c'est qu'ils produisent seuls pour éviter d'avoir des conflits de production. Enfin, je ne crois pas avoir vu de film Netflix. Alors, par exemple, Lupin, c'est pas une boîte française qui fait en partie ou... c'est série française ou c'est américain? Je sais même pas. C'est français, enfin c'est produit par Netflix, mais c'est français comme contenu. La VO est en français? Oui. C'est des acteurs français et tout. Mais je pense que c'est surtout que c'est des acteurs français. Mais Lupin, c'est une série, donc c'est pas la même chose. Je pense qu'il va sous-traiter la production à une boîte externe, mais derrière c'est au nom de Netflix. Donc au final, tu fais quand même travailler des gens français, des acteurs français, mais c'est badgé Netflix à la fin. Mais encore une fois, c'est une série. Donc, et à mon avis, les équipes techniques et compagnie, ça doit être des Français aussi et des gens du milieu en France, quoi. Bah oui. Donc c'est pas... Dans le cas de Casa de Papel, c'est espagnol. Et ils font énormément de séries espagnoles. Mais oui, mais c'est compliqué. Mais ça veut dire que ça n'impacte en rien la chronologie média. Mais par contre, ça fait quand même bosser du monde, mais pas dans le cinéma. Enfin, c'est dans le milieu de la série. Donc, c'est sûrement assez lié, mine de rien. Mais... Qui fait que parce que du coup, la série n'a pas du tout la même chronologie. Les séries, ça sort pas en salle, du coup, c'est pas concerné. Est-ce que les films Netflix auraient la pointure pour sortir en salle? Est-ce qu'un film comme Les Deux Papes, par exemple, fonctionnerait au cinéma? Est-ce que... Enfin, je prends un exemple un peu gros, mais The Irishman de Martin Scorsese, est-ce que tu l'aurais pas vu au ciné? Ouais, si, il aurait clairement pu aller au ciné. Voilà. Mais pour le coup, c'est là que ça devient intéressant, parce que personne n'allait financer un film pareil, sauf une plateforme. En même temps, ça s'affranchit un petit peu des contraintes du ciné, parce que le ciné, généralement, tu fais un film de plus de 2h30, ça commence à râler. Netflix, ils te font un Irishman qui dure quasiment 4 heures, je pense. Ils n'ont pas de problème de locaux. C'est le même problème avec la Snyder's Cut. Ben oui. C'est bien parce qu'on vous abordait à peu près tous les sujets que j'ai envie de parler. En vrai. Merde. Non mais c'est bien. Je pense encore à ça. La sortie physique, du coup, elle intervient quand dans tout ce processus? Au tout début. En fait, c'est la sortie physique en salle qui enclenche le début de la chronologie. Ça existe encore? Non, la sortie physique dans le sens DVD, Blu-ray. Ça existe encore? Ça, c'est 4 mois après la sortie ciné. Ouais, c'est quand même étonnant que tu puisses te l'acheter toi, mais pas le louer sur une plateforme de VOD, en fait. C'est ça qui me... Tu peux le louer, mais à limiter, en fait. Non, c'est pas si étonnant dans la mesure où quand tu achètes le contenu, l'argent il est directement reversé à la personne qui a produit ce contenu. Non, mais tu peux aussi l'acheter en version numérique. Quand je dis louer, tu peux l'acheter aussi en version numérique. Mais dans ce cas-là, tu vas avoir 30 mois d'écart entre ta version physique et ta version numérique. C'est ça, c'est que les délais sont un peu superflus par moment.
C'est pas simplement pour Ok. contrecarrer le piratage ou des trucs comme ça? Bah, ouais, peut-être, je sais pas. Mais il y a aussi une idée de protéger la salle, l'exploitation en salle, pour éviter Ouais. que ça finisse trop vite sur Netflix et que tu te dises, bah tiens, si le film sort là, j'attends 3 mois, je vais sur Netflix et c'est bon. Voilà. C'est bêtement un raisonnement que j'ai pour certains films. Hein. Des films que je me dis, bah non, je vais pas aller le voir au ciné, je vais attendre qu'ils C'est sortent. parce que mine de rien, le ciné, en ça a un streaming. coût, tu vas pas y aller tous les jours. Netflix, tu peux te Ouais. permettre d'y aller tous les jours parce que tu payes ton abonnement et voilà. C'est aussi un autre problème après sur la consommation de contenu où finalement des plateformes comme Netflix te permettent de consommer du contenu à ne plus savoir quoi en faire. Alors qu'au final, aller au cinéma, c'est un instant un peu où tu prépares, tu vas prendre ta voiture pour y aller, tu vas te mettre dans une salle confortable. Tu C'est sélectionnes. un autre- Puis c'est aussi une Bien expérience, le bien cinéma, c'est pas la même chose que nul, rester dans ton canapé. Tu te mets avec une petite C'est ça. minette au dernier rang, ouais. Quoi? Pardon. Ah, pardon? Retourne à ton hachis. Ouais, excusez-moi. Mais il a refroidi, il faudrait que je le remette au four. Bon, Voilà, vas-y, mais du Anthony. coup aussi, il y a une... Vu qu'en fait, ces plateformes des plateformes comme Netflix produisent leurs propres films eux-mêmes, mais vont pas les sortir en salle parce que ça va enclencher la chronologie, ça les embêterait de pas pouvoir diffuser sur eux-mêmes en fait leurs films sur la plateforme. Ce qui fait que donc ils vont pas diffuser en salle ou alors dans des projections très limitées et privées. Ça peut impacter, par exemple, leur éligibilité à des récompenses, par exemple les Oscars, les Césars ou divers festivals. Les récompenses, les organismes de récompense du cinéma ont tous des visions un peu différentes du streaming. Je sais pas si vous avez des exemples en tête de cérémonies qui acceptent un peu les plateformes de streaming ou pas, à tout hasard. Il y a eu les Césars où ça avait fait un tollé quand il y avait eu Okja qui avait Ouais, été. c'est ça, C'était le Festival de Cannes. Mais C'était calme. Ah, c'était c'était exactement l'exemple que je voulais donner. C'était que le Festival de Cannes, ils sont très anti-streaming, et pourtant en 2017, ça les a pas empêchés de diffuser Okja de Bong Joon-ho, qui a été Oh, c'était produit par vieux con. Netflix. Voilà. D'ailleurs, en parlant de Bong Joon-ho, si vous n'avez pas vu Parasite, c'est le moment. Très très bon film. Il a été Ah, je oscarisé connais. l'année Ah, c'est- dernière. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Regardez-le voir au en VO cinéma. évidemment. Si vous aimez Et- les brochettes de viande, pour ceux qui ont vu le film, ils auront la ref. T'es Ouais, très je- thème bouffe hein, aujourd'hui entre ton J'ai pas vu le tes film, brochettes de viande, ton j'ai Mais pas c'est encore parce vu, qu'ils font un Parasite, mais barbecue, tu m'as spoilé. ils font un barbecue, un bon barbecue. Il y a des brochettes. Elles sont priori, très bonnes. Enfin ouais. Et puis je sais pas si vous avez vu, mais les Oscars cette année ont dévoilé leur liste de nominations. Et le film qui est le plus nominé cette année aux Oscars, c'est Mank de David Fincher qui est sorti et qui a été produit par Netflix. Il a eu, je crois, 10 nominations, ce qui est quand même pas mal. C'est beaucoup. hein. C'est-à-dire que les mentalités changent en fait. Mais quoi comme Bah, c'est-à-dire, nomination en tout cas aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, ils ont moins de mal à reconnaître les films produits par des acteurs moins conventionnels. Ah mais les Américains ils ont avance sur nous. Hein, c'est... Ah oui, C'est autre c'est chose, incroyable. hein. Hein. Ils ont même de l'avance sur la Technologie vaccination américaine. Covid. Et donc tout ça, ça peut nous amener à nous demander si la diffusion en salle et la protection un peu des acteurs de diffusion classique est nécessaire pour reconnaître un film comme tel. Est-ce qu'on doit vraiment protéger cette expérience, quitte en fait à limiter l'accès à la culture? Parce qu'en vrai, c'est ça, le cinéma, c'est de la culture. Je sais pas ce que... On est d'accord pour dire que le cinéma, c'est de la culture. Waouh. Juste pour C'est fort, l'information, The Irishman a été nominé aux Golden Globes et aux Oscars. Ah bah oui, mais en même temps, c'est fantastique. Hein. Meilleur film dramatique, meilleur réal, meilleur acteur de second rôle, meilleur scénario, meilleur film, meilleur réal, meilleur scénario, meilleur costume, photographie, montage, effets visu. Donc c'est vraiment les grosses catégories, quoi. Ouais, C'est mais pas- c'est- Ah bah oui, hein. Du coup, c'est reconnu que t'es américain et pas ailleurs. Ouais, en fait. Ouais. Nous, on fait la fine bouche pour changer. Ben oui. Enfin bon, en attendant, nous en France, alors on parlait de la période Covid et de la fermeture des salles. Récemment, le CNC, donc le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, a déclaré que les réalisateurs et les producteurs pouvaient venir vers eux pour demander une dérogation à la chronologie des médias et qu'ils pourraient en gros décider de diffuser en ligne leurs films sans impacter la chronologie. Donc ils pourraient faire ça un petit peu comme ils veulent en attendant la réouverture des salles. Voilà, petit fun fact. Hein. Non, là, oui. Allez. Non, mais en vrai, c'est déjà le cas. Il y a des films qui ont déjà fait le choix, des productions qui n'étaient pas non plus extraordinaires et qui n'ont pas eu le. Après, c'est une question de sous. Donc, une fois que le producteur il a avancé de l'argent pour sortir son film, plus il retarde et plus il se met dans la sauce. Donc, à un moment, il fait aussi le choix de mettre sur une plateforme et puis ça commence à rentabiliser comme ça. Mais tu gagnes 1000 fois moins, à mon avis, en passant via un hébergeur que si tu le publies au Peut-être. cinéma. Après, là, c'est des. Ah bah, les hors de mes régulations, c'est pas les mêmes, compétences, Ouais, c'est ça. Parce que le prix du ticket de cinéma, en France en tout cas, il est très réglementé. Il y a une portion qui va à la production, une portion qui est réalimentée dans la production de films.
Donc forcément, ça bénéficie plus que le streaming, où les rémunérations sont beaucoup plus basses, en fait, par visionnage. Juste pour info, vous payez combien votre place de cinéma? Ça fait longtemps. Non, ça dépend. 100 ou Moi, avec 7 CE. euros. Combien, Valérie? 7 euros. En tant qu'étudiant? Mais je crois que c'est facilement 10 euros en tant qu'adulte, pas étudiant. Ça dépend des cinémas aussi. Ça dépend où Ah tu oui. vas, oui. Si tu vas dans un petit truc, ça va être aux alentours des 10. Si tu vas dans un gros Kinépolis ou quoi, là, ça va monter à 20. Ah oui, mais là je parle d'un Gaumont pâté Ouais. classique Un bon pâté. franco-français, monsieur. Un oui, bon c'est- pâté de France. On passait du Avec le hachis coq. au pâté. Ah, elle manque la saison du Après, pâté. c'est de savoir si aussi les cinémas jouent le jeu ou non. Moi, je sais qu'il y a un cinéma près de chez moi, je paye 4 euros en tant qu'étudiant. Maintenant que j'ai plus de 26 ans, c'est 8 balles. Ça reste hyper intéressant. Après, tu te Ah, tapes c'est- des pubs toutes pourries au début au lieu d'avoir des bandes stylées, mais bon, après, tu sais pourquoi t'es là. Et t'as des bouts de maïs coincés entre les dents après avoir mangé trop de popcorn. Vous voyez Mais là, après, le petit bout quand de maïs, t'es- vous n'arrivez pas à enlever là, et que si vous tirez un peu trop fort, ça fait saigner la gencive. Ah. Toujours le thème de la bouffe. Je vous ai dit, Mais- c'est le thème de la Mais bouffe. ça C'est va, le puis- fil rouge de cet épisode, c'est la nourriture. On parlait de On Maïté la avait... dernière fois. Oh, l'orthodoxe. C'était quoi le film que tu nous sortais tout le temps quand je parlais de Christine? C'était Blanche Fesse et les 7 mains, c'est ça? Eh ben, c'était le fil rouge de la semaine d'avant. Et là, on parle de bouffe. Voilà. Ah bah, Bienvenue. Bienvenue dans Pod Culture. Alors, pour Antonio, dans le timing, il te reste 5 minutes de chronique. Voilà, je dis ça. Ah merde. Bon bah j'ai quand même 2-3 trucs à dire encore. Non, mais vas-y. Mais donc voilà, je vais quand même repartir sur la nouvelle chronologie qui est en cours de préparation, puisqu'il y a quand même une nouvelle modification qui est en train d'arriver, qui ne saurait tarder d'ailleurs en France en tout cas. Je ne parle pas de la Belgique, Valiki, désolé. Je ne suis pas suffisamment Allez, je me calé casse. en Belgique. vous me rappelez pour ma chronique. Mais c'est que voilà, on a une nouvelle modification qui arrive, qui est en train d'être décidée, qui est en train d'être décidée et qui devrait être finalisée d'ici le milieu de l'année. Et ce qui se profile, c'est que les plateformes de streaming vont devoir investir 20 à 25% de leur chiffre d'affaires réalisé en France, mais en contrepartie, ils devraient pouvoir diffuser des films 1 an après la sortie en salle. Donc tout de suite, là, on passe de 3 ans à 1 an, ça devient quand même plus avantageux. Je pense que c'est alors, quand même pas mal. Mais du Canal coup, Plus, du coup, ils tirent la gueule un peu. hein. voilà, Canal+, ils tirent la gueule. Ils sont pas contents, ils disent oui, mais du coup, moi je vais devenir une plateforme et je vais fermer les chaînes télé. Mais Canal+, ils sont jamais Je pense qu'ils contents parlent comme ça aussi, chez hein. Bolloré, vous avez raison. Ouais, c'est ça. Mais c'est clairement ça, ils ont dit, bon bah c'est comme ça, nous, on va fermer les chaînes télé, on va faire que du web, hein, et comme ça on diffusera quasiment en même temps. Ils se sont fait d'ailleurs récemment rembarrer par le Conseil d'État parce qu'ils avaient fait un recours administratif pour essayer de bloquer la nouvelle chronologie. Donc voilà, donc là ça devient quand même plus favorable aux plateformes, et c'est assez intéressant parce que du coup on passe de 3 ans à 1 an, ce qui est pas du tout la même chose, tu vois. Et c'est actif quand, ça? Alors c'est pas encore finalisé parce En que discussion, là, c'était en suite, négociation. Oui, mais la je me demande deadline, s'ils ont une c'était- date. Est-ce La qu'ils ont dé- une date butoir, une deadline? Concrètement, en Mathieu fait, le gouvernement a dit bon, les gars, je vous laisse jusqu'à fin mars. Et si fin mars vous n'avez pas fini vos trucs, moi je rien à foutre, je fais un décret et vous Oh. démerdez. Mais quoi, t'as été mis en copie de leur On est en mail ou avril, quoi là. pour avoir autant d'infos Ah bah écoute, t'étais là, moi j'ai une tour. j'ai des contacts dans les hautes sphères du pouvoir. Ah, Glory aussi. Bah, il vient de chez Bolloré, alors forcément, il est pas content, et c'est pour ça qu'il tire un coup de gueule. Notre invité pour le Et donc prochain voilà, épisode donc, sera Cyril Hanouna. On s'explique, on dit la vérité ici. Allez les chéris. Ok, on se donc calme. ça ne saurait tarder. Donc, Ça ne si je saurait tarder, comprends ça ne saurait tarder. Et puis pour finir, peut-être une petit bonus. Souvent, les réalisateurs critiquent un peu les plateformes de streaming et leur nouveau mode de production parce qu'ils n'aiment pas forcément que leurs films soient diffusés sur Internet parce que ça nuit à l'expérience cinéma qu'ils essaient de concevoir pour leurs films. Hein. bien. Ça, je peux Je comprendre, en vrai. sais pas si vous vous souvenez, mais comprendre. il y a genre 2 ans, Netflix a dit les gars, on sort une nouvelle fonctionnalité, c'est une petite fonctionnalité, c'est un bouton qui permet d'accélérer la lecture parce qu'en fait, de plus en plus, les gens mettent un facteur 1,25 ou 1,5 de vitesse sur ce qu'ils regardent pour regarder un peu plus vite. Et donc du coup, quand Netflix a dit on met un petit accélérateur de 1 à 1,5, évidemment ça a été branle-bas de combat, tous les réalisateurs qui ont dit oh là là, c'est n'importe quoi, nous on fait des films avec un rythme et on nous les accélère en ligne, en plus déjà vous regardez ça sur un ordinateur au fond de votre lit alors que nous on fait ça pour des écrans de 12 mètres par 5. On va mater Voilà. Tenet en 1,5. Ben voilà, regarde, Quand même. Regarde, Christopher Nolan, il a fait beaucoup de pression cet été pour que Tenet ne sorte pas en ligne, en fait, qu'il maintienne la sortie en salle. D'ailleurs, chose ironique, c'est qu'aux États-Unis, ça va sortir en ligne sur une plateforme d'ici quelques mois. Échec. Eh oui.
Et puis au final, est-ce qu'on pourrait pas dire que les plateformes deviennent de plus en plus des partenaires dans la production de cinéma, tout autant que les exploitants de salles ou les acteurs plus classiques du cinéma? Parce que je sais pas si il y a plein d'exemples, hein, mais il y a de plus en plus de grands réalisateurs qui produisent des films avec les plateformes de streaming. On a parlé de Scorsese. Ouais, là où je trouve ça intéressant, c'est justement là où maintenant là où Hollywood a l'air de se resserrer vachement dans les étaux, enfin faire des étaux assez costauds et des attentes assez dictées sur les films qu'ils financent. C'est là que ça devient intéressant si les plateformes laissent de la liberté aux réalisateurs. En fait. C'est là où je trouve que c'est intéressant. Ça donne peut-être plus de liberté, peut-être plus de budget et peut-être plus de mainmise en fait sur le format, parce que voilà, encore une fois, on disait que les films au cinéma, faut pas que ce soit trop long, sinon on peut pas diffuser suffisamment et c'est pas suffisamment profitable pour les salles. Je sais pas si c'est plus de budget, mais c'est plus de risques surtout. Aussi, oui. Non, mais il y a de plus en plus de grands réals qui s'y sont mis. Donc on parlait de Scorsese, on parlait aussi de David Fincher qui est nominé 10 fois aux Oscars cette année. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Borat qui est parti sur Amazon, qui ont fait un Borat 2. Et j'ai vu passer l'information assez récemment là que je sais pas si vous avez vu Knives Out à couteau tiré. Oui, il y aura des suites. Pas si longtemps que ça. Netflix a acheté la production de 2 autres films dans l'univers de Knives Out pour 400 millions de dollars. Ça fait quand même beaucoup de kebabs. D'où vient cet argent? À l'argent Netflix. C'est algérienne. Et puis un autre exemple très récent, c'est la Snyder Cut. Ouais. La Snyder Cut de Justice League. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, il est diffusé en format 4/3. Parce que Snyder a dit moi je fais mon film mais il sera en 4/3. Et du coup Warner a dit bon ok, je veux en mode portrait mon film. Je le filme avec mon téléphone à la verticale. Ce sera une story Insta. Donc voilà, et ça fait quand même pas mal de films qu'au final on a vu en ligne, mais peut-être qu'on aurait peut-être aimé les voir en salle aussi. C'est vrai que la Snyder's Cut, bon après ça dure quand même 4 heures. Peut-être que le fait de le mettre dans le mood du cinéma aurait peut-être été un peu bien pour réduire un peu, je suppose, parce que j'ai pas vu le film. T'auras des fourmis dans les fesses après. 4 heures de fauteuil de ciné. Mais à Bollywood, les films ils durent 3-4 heures et il y a des entractes. Ça peut être aussi une nouvelle manière de repenser comme au théâtre. Cinéma, Mais on n'aime pas les entractes. Les gens n'aiment pas les entractes. Ça disparaît de plus en plus. Ok, c'est parti en mode démago. Les Français. La France n'aime pas les. Mais après, moi, c'est ce que j'ai remarqué. À chaque fois que je vais voir des grosses prods, il n'y a pas d'entracte. Et la dernière fois, c'était Endgame, un vrai plaisir. Je devais faire pipi dès le début. Bah putain. Fou. Quand j'ai vu la vague là, oh là là. Vous avez déjà connu des films avec entracte? Vraiment? Enfin, est-ce que tu t'imagines aller voir Martin Scorsese et lui dire voilà, ton film il dure 4 heures, tu nous coupes en deux pour qu'on fasse une pause pipi? Impossible. Impossible. Mais tu vois, je pense à ça parce que au final, quand tu prends un réalisateur comme Tarantino, il a souvent tendance à chapitrer ses films. Je sais pas si vous avez ça en tête, mais Tarantino, il fait des chapitres 1, 2, 3, 4. Et au final, ça peut être tout à fait s'accorder pour ce genre de choses, quand j'y pense. Je viens de me rappeler que j'avais été voir Les 8 salopards au cinéma. Quelle bonne idée j'ai eue. Très bon film. Ouais, excellent film. On était 2 dans la salle, moi et mon pote. Les gens n'aiment pas Tarantino. 2 personnes que vous étiez au fond et le film était un peu... On n'est pas là pour parler de ma vie privée. On coupe là-dessus, c'est parfait. Allez, c'est parfait, j'ai terminé. Bon, je conclue même pas, hein. Écoutez, c'est bon. Non, voilà, je pense qu'on a un peu parlé de tout, donc c'est pas mal. Il y a sans doute des avantages et des inconvénients à la chronologie des médias, et puis voilà, mais ça évolue. À voir comment ça change. Est-ce que les pratiques changent? Est-ce qu'il y a un équilibre qui va être atteint? Est-ce que le mode de diffusion en salle ou de diffusion en télé va rester prédominant? Voilà. Est-ce que Canal+ va résister à Netflix? Bon courage. Bon courage les gars. Faites vos jeux. Voilà. Eh bah très bien. Très bien. C'est trop bien. Très intéressant. Non mais comme quoi finalement, je vais pas dire que le Covid-19 a des bons effets, mais loin de là. Mais ça a quand même accéléré ce genre de démarche qui, selon moi et à mon avis selon beaucoup de gens, était beaucoup trop longue. Et si au moins ça peut être amélioré déjà, c'est très bien. C'est une bonne chose. Voilà, et bah écoutez, très bonne chronique, très bonne première chronique, Antonio, bravo. Eh bien, merci, j'en suis tout ému. Préparez-vous maintenant parce que là, on va avoir la très mauvaise chronique de Valky. Ah ouais, elle va être nulle. Ça va être super nul. Aka Antoine numéro 2. Non mais est-ce que t'es prêt, Valky? Ouais, je suis prêt, bien sûr.
T'as fini ton gratin? Il est bon? C'est bon, j'ai le ventre bien rempli, on peut y aller. Je suis venu ici pour faire une chronique et manger du gratin et j'ai fini mon gratin. T'as fait un pipi? Tout va bien? Tout va bien. Bon bah, est-ce que t'as prévu un entracte à ta chronique? Et je suis contre les Bah entractes. écoutez, on fait une pause. On va laisser un blanc de 20 minutes là dans le podcast. Vous faites ce que vous voulez et on revient dans 20 minutes. Et ciao. Sale Sainte Mère de Dieu. C'est Non, glorieux. on va plutôt que de faire un blanc de 20 minutes, on va lancer un jiggle et puis tu vas pouvoir commencer. Exactement. Qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgs. Squalala, nous sommes partis. Et nous sommes partis aujourd'hui en retour dans mon enfance, les amis, parce que je vais vous parler d'un jeu qui a compté énormément pour moi. C'est Harvest Moon sur Nintendo DS. C'est un jeu qui est sorti en 2005 au Japon et en 2007 par chez nous, que j'avais évoqué dans l'épisode précédent, en effet. Parce que il est magnifique, ce jeu vraiment, je vais vous expliquer en détail le fonctionnement de ce jeu, vous allez comprendre pourquoi c'est une masterpiece. Les jeux des gens qui sont nés après 2000, ça me rend fou. Masterpiece, ça n'est pas confondre avec ce que vous avez fait pendant la pause de l'entracte. Les boomers et les millennials. Alors non, parce que Lançons le débat tout de suite. Il faut remettre les choses à leur place. C'est déjà, bon, le jeu, il y a une première chose qui est intéressante à dire dessus, c'est que la note jeuxvideo.com est de 11 sur 20. Oh là là, quel dommage. C'est un jeu qui a une mauvaise note. Mais je comprends pas. Enfin si, je comprends. Et vous allez comprendre pourquoi il a une mauvaise note, ce jeu. Du coup... Ah, on parle d'un mauvais jeu ce soir. On parle d'un très bon jeu. Mais je ne comprends rien alors. Il y a des défauts dramatiques. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre tout de suite. Du coup, comme je vous disais, Harvest Moon DS sorti en 2005 au Japon et en 2007 chez nous, de son nom traditionnel japonais Bokujo Monogatari Kodo Bokuru Suteshon. Merci pour cette prononciation. Tu peux nous la refaire, s'il te plaît? Non, je le fais qu'une fois. C'est comme ça. Est-ce que c'est le vrai? Je crois que l'enregistrement a bugué, il me semble. Tu peux la refaire. C'était bizarre. Bokujo Monogatari Kodo Bokuru Suteshon. Merci. Bah dis-moi, tu fais japonais LV2 ou quoi? Ouais, bah oui. Ah merde. Oui, j'ai cours de japonais, oui. Si tu me posais la question, voilà. J'ai cours de japonais, oui. Voilà, c'est dans le cadre de mes études, voilà. Du coup, c'est un jeu développé par Marvelous Interactive et Rising Star Games pour la version Europe. C'est un jeu, si on en suit la page Wikipédia, c'est un jeu simulation de vie /RPG/gestion. Putain, le gars, on lui demande de faire une chronique, il va sur Wikipédia. Je vais sur Wikipédia pour reprendre ce que n'importe qui aurait été voir pour s'informer sur ce jeu. Donc 3 types de jeux en un, fantastique. Tout ce qu'on aime, en plus l'RPG, gestion, on aime beaucoup la simulation de vie parce que nos vies sont nulles, autant qu'elles soient meilleures sur un jeu vidéo, c'est parfait. Vous allez comprendre tout de suite avec la musique d'introduction, Glory, s'il te plaît. C'est juste la musique d'ouverture du jeu, c'est un petit kiff. Ça pue la GBA à plein nez. Je sais pas si vous le sentez. Non, ça va. Et c'était sur DS, on est d'accord. C'était sur DS. Et là, ça sent la DS à crever. Alors, c'est sur cette ambiance féerique, un peu à la Pokémon, hein, ça sonne un peu le Pokémon. Hein. Pour le petit synopsis, vous êtes un fermier qui reprend une ferme abandonnée, enfin la ferme de vos parents qui a été abandonnée, et du coup vous vous retrouvez tout seul à devoir faire avancer votre ferme, délivrer 101 lutins et sauver la princesse des moissons qui a disparu. Ok. Voilà, on est direct dans le bain. Vous sentez là le Japon qui arrive, vous le sentez là hein. J'ai imaginé José Bové avec le bonnet de Link, ça a été super. Ah ouais, mais non, mais en gros c'est simple, c'est juste que voilà, il y a une déesse des moissons, elle a été portée disparue, et tous ces petits lutins avec, et vous devez récupérer les lutins. Voilà. Et ensuite, dans le jeu, au cours du jeu, vous pourrez vous marier, avoir des enfants, et faire une très belle vie. Attends, mais il y a des moissons et des lutins. Ah oui, c'est un jeu de fermier. Enfin. Il n'y a pas de lutins dans les fermes françaises. Mais c'est un jeu japonais. C'est aussi un RPG. C'est au Japon qu'il y a des lutins. Tu comprends rien. J'ai été au Japon, il n'y a pas de lutins au Japon. Mais si, c'était à mal chercher. Hein. Et vous allez le comprendre, ça va être un peu le fil rouge de cette chronique, c'est ce rapport à la difficulté. Le fait que ce jeu est super compliqué, mais genre vraiment très compliqué. Moi, quand j'avais 10 ans, 10-11 ans quand j'ai eu le jeu,
je ne savais rien faire. J'ai dû avoir la Solus papier à côté de moi pour pouvoir faire un truc dans ce jeu parce que je ne touchais que dalle. Genre, bête exemple, la gestion de la ferme. Vous vous retrouvez juste avec votre baraque, une écurie vide et un énorme champ avec des caillasses partout. Ben, il faut savoir quoi en faire. Il faut savoir qu'il faut commander au téléphone pour avoir des graines, qu'il faut récolter des cailloux pour pouvoir construire des étables, pour pouvoir faire venir des vaches dedans. Enfin, c'est très compliqué et on t'explique rien. Il n'y a pas de tuto. Il y a 0 tuto dans ce jeu. Il y a juste peut-être ton voisin qui vient de temps en temps te dire tu devrais penser à arroser tes plantes. Tu vois, mais oui, merci, je le sais, trou du cul. Il est la Provence, ton voisin. Oui, bien entendu. Pour faire pousser les piments squelettes. Le tout. Donc, ce concept déjà de gérer les constructions de ta ferme, parce que sur ton territoire, la map est découpée en plusieurs morceaux, et dans ta partie de la map, où il y a ta ferme à toi, tu peux construire ce que tu veux dans ta propriété. Donc des étables, des poulaillers, des silos, des étangs, des champignonnières. Tu fais un peu comme tu veux, ou c'est des emplacements Tu mets où tu veux, tu les mets où tu veux. Tu les mets vraiment où tu veux et c'est juste dans ta propriété, tu les places absolument où tu veux, tu peux tout déplacer, tu peux payer pour déplacer des bâtiments aussi. Il y a un concept de durabilité des matériaux, donc un poulailler en pierre sera plus solide qu'un poulailler en bois, ce qui est logique. C'est très important parce que vos bâtiments peuvent être détruits, j'en parlerai plus tard, vous comprendrez. Ça commence, pour l'instant ça va, vous dites ok c'est juste une gestion de ferme. Le problème c'est cette fameuse barre de fatigue qu'il y a dans tous les bons jeux, cette barre de fatigue qui est infernale, parce qu'en fait vous pouvez techniquement par jour faire 100 actions avant de tomber dans les vapes. Et 100 actions c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Rien qu'à partir du moment où tu dis que tu dois planter un champ, tu dois donc du coup le labourer, planter tes graines, puis arroser. Rien que ça, tu vas passer au moins faire plus de 100 actions et tu vas tomber dans les vapes. Et du coup, quand tu as beaucoup de trucs, quand tu dois donner à manger à tes vaches, quand tu dois les traire et tout, ça te fatigue aussi. Enfin, voilà, il y a ce concept de gestion de fatigue qui est très 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 compliqué, mais qui est assez bien élaboré parce que tu as tout plein de bouffes qui font que tu peux regagner cette forme. Et si jamais tu tombes dans les vapes, c'est très marrant. Ton voisin, peu importe où tu es tombé dans les vapes, ton voisin te retrouve toujours. Tu peux te retrouver au fond d'une mine à 6 km sous le noyau terrestre, il te retrouvera. C'est sympa. C'est ton bro en fait. Super pratique ça. Hein. Il est super sympa le voisin. Et c'est le voisin qui vient sonner à ta porte quand un de tes animaux est mort ou malade et tout. Le voisin il est vraiment... C'est un chic type. C'est vraiment un chic type. C'est un employé en fait. Tu l'as acheté. Non, c'est le voisin. Je t'ai dit que c'était le voisin. Ça va ? Tu m'écoutes ? Okay. T'écoutes un peu. Pardon. Tu suis la chronique ou pas ? Bon. Alors, je vous parlais tout à l'heure des lutins. C'est une chronique ? Oui, non, c'est un peu un fourre-tout. Mais vous en faites pas. Je suis sur Uber Eats, je prends du gratin, excuse-moi. Ouais, prends du gratin. Alors, je vous parlais des lutins. Les petits lutins. Donc, il y a 101 lutins en tout. Il vous en faut 60 pour libérer la déesse et pouvoir avancer dans le jeu et vous marier et compagnie. Donc, la première grosse étape, c'est les 60 premiers lutins. Le problème, c'est qu'il faut les trouver, ces lutins. Et qui sont planqués partout. Vous pouvez les débloquer soit en interagissant avec un four de quelque part dans la ville, genre il y a un gros four à bois quelque part, si vous cliquez dessus, il y a un lutin. Si vous allez essayer de pêcher, remplir votre arrosoir dans la fontaine au milieu de la place, il y a un lutin qui apparaît. Si vous récoltez 200 légumes, 200 tomates, il y a un lutin qui apparaît. Donc il y a ce concept random un peu, on sait pas trop comment, enfin c'est indiqué nulle part. Tu sais pas comment libérer les lutins. Et il y en a 60 à trouver avant de pouvoir avancer dans le jeu. Donc c'est pas évident. D'accord. C'est pas mal. Vraiment, et avec le temps, il y a vraiment genre aucune astuce du genre si tu parles à tel PNJ, il t'explique qu'un lutin est là. Ah non, absolument pas. Absolument pas. Il y a des trucs évidents, tu vois, genre ouais, le puits au milieu du truc, forcément tu vas aller le voir à un moment, tu vois. Et ouais, là tu vas. Tu veux dire qu'il faut que tu joues au jeu pour avancer dans le jeu ? Ah mais c'est un drôle de concept, hein. Oui mais non, mais ça peut être des trucs de ouf, ça peut genre être tu dois taper avec ta masse sur un panneau à tel endroit et là il y a un lutin qui apparaît, tu vois. Truc que action que tu ne ferais jamais. C'est ça le problème aussi. Après les lutins, c'est des chic types. Ça, vraiment, je vous dis, les lutins dans ce jeu, c'est vraiment vos big bros. Parce que vous parliez tout à l'heure, vous rigoliez avec le voisin en disant que c'est votre ouvrier. Mais non, vos ouvriers, ce sont les lutins. Eh oui, vous payez les lutins et ils viennent faire leur boulot. Ils sont payés quand même, ça va. Ils sont payés. En gros, les lutins, ils sont divisés en équipes. Ils sont des équipes avec des couleurs.
Et donc l'équipe bleu clair, ça va être l'équipe arrosage. Donc si tu les embauches, ils viennent sur tes terres et ils arrosent tes cases. Il y a l'équipe récolte, il y a l'équipe nettoyage du bois, ils ramassent tout le bois et ils te le donnent. Il y a ceux qui ramassent toutes les pierres et qui te les donnent. Enfin voilà, il y a ceux que tu peux envoyer pêcher. D'ailleurs, ceux qui veulent jouer au jeu, petit life hack, vous envoyez l'équipe de pêche sur la plage en hiver, vous faites des couilles en or. C'est moi qui vous le dis, c'est cadeau ça les gars. Merci. Allez, on donne, grados. Crédits qui sont gagnés en faisant des petits mini-jeux, du style blackjack et tout, mini-jeux casino, c'est sympa. Et il y a aussi, attention, la télé lutin. Ah, la TV lutin. Ça, la TV lutin, c'est très important. Vous trouvez du coup 9 chaînes, la chaîne 1 à 9, avec à chaque fois un lutin que vous devez trouver random quelque part, qui fera que il débloque la chaîne. Vous savez télé. pas la TNT. Hein. Non, tu l'as au fur et à mesure. Tu débloques les chaînes de foot et tout après. Mais il y a une chaîne télé qui est ultra importante. Enfin, il y en a deux qui sont primordiales dans ce jeu. C'est la chaîne météo et la chaîne TV achat. Alors, la télé achat, ça paraît évident. C'est pour acheter des trucs qui ne s'achètent que là et qui changent tous les jours. Et du coup, est-ce que c'est comme sur TF1 ou M6, c'est des espèces de merde que t'achètes beaucoup trop cher Oui. Ça coûte super cher, mais c'est indispensable. Je vous expliquerai après, c'est indispensable. Le plus important là, ce qu'on va parler surtout, c'est la chaîne météo. Parce que la chaîne météo est très très importante. Je vous parlais tout à l'heure de la durabilité des matériaux pour les bâtiments. Eh bien, grâce à cette fameuse chaîne météo, vous saurez si le lendemain, il y aura une tempête ou pas. Car si vous êtes en hiver ou en été, vous risquez d'avoir des tempêtes. Et ces tempêtes, en fonction de la durabilité de votre bâtiment, peut le détruire. Et si ça le détruit, vous perdez tout ce qu'il y a dedans. Donc tous vos animaux meurent et toutes les ressources qui étaient stockées dedans disparaissent aussi. Et ça fait vraiment bien chier. Ça, c'est le pire truc qui peut vous arriver. Et du coup, grâce à cette chaîne, tu peux voir qu'il y a une tempête demain, sauvegarder, passer la nuit et espérer que tes animaux ne meurent pas. Mais bon, ça c'est ma pratique. Si tu veux une expérience de jeu qui n'a pas été brisée par les règles, tu peux très bien voir toutes tes vaches mourir. Tu veux voir tes vaches mourir en fait. Oh bon. Roselyne la vache, voilà, j'aimais bien, mais tant pis. Non mais non. Marguerite. C'est pas une bonne chose. Parle pas de notre ministre de la culture comme ça. Parce qu'en plus tu peux donner des noms tu donnes des noms à tes vaches. T'es obligé de donner un nom à tes vaches. Non, c'est terrible. Ah non, t'as pas du tout envie de les voir mourir. Ah bah non, parce que en plus parce que Nintendo DS, donc apparition de l'écran tactile, et avec l'apparition de cet écran tactile, beaucoup de jeux se sont mis à Nintendo Dogs, meilleur exemple, où on s'est mis à caresser des chiens. Et dans ce jeu, même chose. Tu peux caresser ta vache. Tu caresses ta vache. Quand tu veux traire ta vache, tu la traites toi-même. Oh. Est-ce que tu peux traire la vache? Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle peut faire assis couché, donne la patte la vache? Non, ça c'est ton chien qui fait ça, pas la vache. Parce que t'as un chien et un chat aussi, bien entendu. Mais du coup, tu peux caresser tes vaches, les nettoyer, les laver, tu peux raser tes moutons. Ah non, il y a plein de trucs à faire. Là, de ce côté-là, on est vraiment à fond dans un jeu de simulation de ferme. Avec à côté, du coup, un côté un peu simulation de vie, avec, du coup, comme je vous disais, la météo, mais aussi avec le calendrier. Le calendrier qui est important puisque vous aurez des concours, genre concours d'animaux, donc concours des vaches, le concours des poulets, et ça, par exemple, concours de vaches, vous devez vous devez anticiper à l'avance que vous allez faire le concours bovin pour préparer votre vache, la caresser tous les jours, la nettoyer tous les jours et faire en sorte qu'elle soit super heureuse pour gagner le concours. Ça doit s'anticiper, vous voyez. Il y a le concours de pêche, le concours de cuisine. Tu vas au salon de l'agriculture avec ta vache. Bien sûr, mais oui. Enfin, c'est sur la plage dans ce jeu, mais voilà, tu as le concept. Il y a le concours de cuisine aussi, et juste pour vous donner un bête petit exemple, hein, on parle de bouffe depuis tout à l'heure, et le concours de cuisine, si vous voulez, imaginons, voilà, maintenant, je lance une partie d'Harvest Moon, et je veux participer à ce concours de cuisine. Eh bien, je dois avoir agrandi ma maison au maximum. Donc ça prend beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Avoir agrandi ma maison au maximum, avoir acheté la cuisine, genre la pièce, acheter une cuisine. Puis, grâce au fameux téléachat dont je vous parlais, acheter les ustensiles de ta cuisine, donc une cocotte minute, une poêle à frire, un four, tout ça, voilà, un mixeur. Il faut acheter tous ces trucs un par un qui apparaissent random dans le téléachat. Et tu peux très bien ravoir des objets que tu as déjà achetés. Et pourquoi tu l'aimes ce jeu déjà? Parce qu'il est incroyable. Il est incroyable.
Il est absolument incroyable. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'il a eu que 11. C'est pour ça qu'il a que 11. détester. Mais je l'aime, mais je l'ai détesté, mais je l'aime. Je l'aime fondamentalement, ce jeu. Je l'aime fondamentalement. Alors... Est-ce que tu l'aimerais pas parce qu'il a fait ton enfance, en fait ? Est-ce que c'est ça ? Mais non, parce que justement, c'est pas un amour biaisé. Non, j'ai découvert à 22 ans. J'ai joué à des versions ultérieures et le jeu est toujours très très intéressant. D'ailleurs, pour la petite info, il y a une version Switch. Il y a un jeu Switch qui est sorti il y a de cela une semaine. Donc voilà, si jamais vous êtes curieux. Putain. Si vous êtes curieux, il y a un Harvest Moon qui s'appelle Story of Seasons, Pioneers of Olive Town, qui est sorti le 26 mars dernier. Voilà. Ouais. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez jouer à ce jeu. Je sais pas, mais est-ce que... Pour combien ? Numéro 1 sur l'actu. Est-ce que à tout hasard, vous avez joué à Stardew Valley ? Vous avez joué à Stardew Valley ? Ah, le problème arrive. Les problèmes arrivent. Les problèmes arrivent. Qui a joué à Stardew Valley ? Qui peut... Bonjour. Ah, bonsoir Antonio, comment allez-vous ? Je lève la main, vous me voyez pas, mais je lève la main. Oui, qu'y a-t-il ? Une intervention peut-être ? J'ai aussi testé le jeu, mais j'y ai pas joué longtemps. Le grand blond au fond de la salle, oui. Ah oui, d'accord, très bien. Très bien, on va laisser du coup la parole à Antonio. Quelque chose à dire à propos de Stardew Valley ? Stardew Valley, c'est quand même... C'est clairement inspiré de Harvest Moon. Personnellement, j'ai pas joué à Harvest Moon, mais c'est revendiqué que c'est d'inspiration Harvest Moon. Le créateur de Stardew Valley s'est inspiré de ça. Il a fait sa propre version du jeu parce qu'il voulait, il n'était pas satisfait des évolutions de la saga. Donc il a voulu faire son propre jeu. Basé de ça, il a fait Stardew Valley, qui a quand même eu beaucoup de succès comme jeu, hein, mine de rien. Il s'est très bien vendu. Il est quasiment sur toutes les plateformes maintenant. Je pense que beaucoup de gens y ont joué. Il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées. Il y a un mode coop, tu peux jouer en ligne. Et c'est plein de choses, mais il y a beaucoup de fonctionnalités. Alors, on va pas toutes les citer parce que je pense que tu vas sans doute en parler, mais il y a pas mal de choses en commun qui ont été reprises, qui ont été parfois améliorées ou ajoutées ou enlevées. Donc voilà, ce qui fait que Stardew Valley est beaucoup regardé aujourd'hui comme un peu le successeur de Harvest Moon et peut-être plus accessible aussi en termes de difficulté. Probablement, parce que là, vous n'avez eu encore qu'un avant-goût de ce que pouvait être la vraie difficulté de ce jeu. Ça, c'est juste pour l'instant tenir votre ferme à bout de bras. C'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que du coup, c'est quand même impressionnant de se dire que ce petit jeu qui paye pas de mine, au final, a inspiré un très bon jeu. En fait, un excellent jeu même, et bien populaire en ce moment d'ailleurs. À sa sortie, ça a quand même fait pas mal de bruit. Je proposais un petit jeu, les amis. Du coup, je vous parlais juste avant du calendrier et de la météo, et je vous ai parlé d'été, d'hiver. Dans ce jeu, il n'y a pas 365 jours, il y en a... Attendez que je calcule, 120. Voilà. En fait, c'est 4 saisons de 30 jours. Ah, t'as pas fait un bac S, toi ? Il n'y a pas de mois. C'est les 30 jours de printemps, les 30 jours d'été, 30 jours d'automne, 30 jours d'hiver. 4 x 30, ça fait combien ? 120. Ah. Mais c'est ce que j'ai dit. Je sais pas, j'ai cru que t'avais pas précisé. Si, j'avais dit 120. Enfin, j'écoute pas depuis le début. Autant pour moi. J'avais dit 120, hein, on est d'accord. Écoutez, j'ai fait une pause pipi, hein. Écoutez, je me faisais chier. Je n'ai pas dit 120. Mais non, mais vous me faites peur parce que je calcule super mal. J'ai pas envie de me moi, je t'aide. Qui t'a dit 120, tout va bien. Ah oui, mais j'ai eu peur, ça va. Faut que je défende mon titre d'Antoine 1. Je suis désolé, c'est pas contre toi. Oui, juste naturellement de mauvaise foi. Sinon, de toute façon, si vous faites quoi que ce soit, je dirais que vous êtes raciste. Alors, du coup, on passe du coup maintenant au blind test. Je vais vous faire passer du coup des extraits. Glory va vous faire passer des extraits des musiques d'ambiance en rapport avec les saisons, les 4 saisons. Vous allez devoir retrouver desquelles il s'agit. Tu veux dire qu'on va devoir choisir entre hiver, printemps, été et automne ? Exactement, mec. Exactement. Incroyable. Bon, écoute. Et comme ça, on s'imprègne de l'ambiance musicale de ce petit jeu. Alors là, je sais pas vous, mais... C'est la taverne. Mais non, enfin. T'as dit quoi ? Il dit que c'est la taverne. C'est pas la taverne. Ouais, on dirait une petite auberge. Bon, on entend des petits trucs qui scintillent derrière, ça doit être l'hiver. Mais enfin, fait un peu printemps, hein. ça fait... Je trouve que justement, c'est la plus flag. Bah, la preuve. C'est l'été. C'est pas un peu... Ah bon, ça qui a cette petite... Tu vois, ça sent la chaleur. C'est un peu oriental en fait. C'est un peu oriental dans les accords, ça fait que... On sent pas la chaleur. On sent la chaleur sur ce son. Suivant. Et t'es eu par les croisillons derrière, un peu.
Pas c'est l'automne l'hiver, avec ses trompettes, ses corps. Eh ben non, c'est tout simplement le printemps. D'accord. Franchement, je trouve Mais en fait, que c'est très mal choisi. On a tous faux. On a tous faux. Moi justement, je trouve ça plutôt facile. On est mauvais, les gars. Si tu fermes les yeux, là tu vois une petite prairie toute verte. Parce que t'as les images, toi. Mais non, moi je ferme les yeux. C'est bon, la prochaine fois, on a qu'une chance sur 2, ça devrait aller. Ouais, la prochaine, vous avez intérêt de bon. Hein. En fait, il a mis 2 fois l'été, le salaud, vous savez. Ouais, bon là... Bon, là, c'est l'hiver. Là, c'est l'hiver. Là, c'est l'hiver. Là, c'est complètement l'hiver. Ah, là, ça sent la banquise, hein. Ah bah oui. Il y a même les petits grelots du Père Noël qui se secouent en fond. Ah oui. Eh bah, Attends, mais c'est tu une peux avoir petite des relou, vaches elle sur la est en été banquise. aussi, alors c'est baisé. Hein. C'était pas les mêmes grelots. Te permets pas. Le dernier, j'imagine. Bah le dernier, c'est la dépression, le dernier. Ah, mais c'est l'été. Je sais pas, mais on sent, ça se pas. refroidit, on sent le vent qui souffle. Ouais, avec l'instrument avant, ouais, j'aurais dit aussi l'automne. On sent les feuilles qui se détachent, tu vois. Mais les 2 premiers n'étaient pas si simples que ça. Ouais, je trouve aussi. Mais parce que vous êtes des gros nazes, voilà. Bah du coup, vous êtes Eh très bien, mauvais. je note. Vous êtes très Je mauvais note. pour reconnaître les saisons des jeux Eh, japonais. on a eu 2 sur 4, c'est bon. Ouais, mais bon, le dernier il comptait pas. Ah merde. Pourquoi? Mais enfin, pourquoi? Imagine, dégueulasse. t'as un examen à l'école et on te dit bah la dernière question elle compte pas. C'est honteux. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vos ceintures sont attachées? Et est-ce que vous êtes prêts à descendre dans le vrai jeu? Là où le jeu se complique vraiment. En fait, c'est Doom, finalement, que tu nous fais depuis le début. Ah, ça va devenir Doom, vous allez comprendre. Alors, on va parler maintenant de la gestion des relations dans ce jeu. Parce que oui, simulation de vie, du coup, il y a des relations, évidemment, des relations sociales. Vous devez parler aux gens, vous avez un système d'amitié, une barre d'amitié qui est invisible. Vous devez avoir un bracelet spécial pour voir la barre d'amitié des gens. Donc déjà, rien que ça, c'est casse-couille. Et du coup, il y a l'amitié, mais il y a aussi l'affection. Affection qui est une donnée que vous n'avez que envers les personnes avec qui vous pouvez vous marier. Donc votre voisin super sympa n'a pas la barre d'affection, mais il a la barre d'amitié. La barre d'amitié que vous pouvez augmenter en venant lui parler tous les jours, déjà. Si tous les jours vous allez lui parler, sa barre d'amitié augmente. Si vous lui donnez des objets qu'il aime bien ou des plats qu'il aime bien, il sera content aussi. Chaque personnage a des plats préférés et des plats qu'il déteste. Et c'est différent pour chaque personnage. Donc ça rajoute déjà une grosse part de difficulté parce que la barre d'amitié sera utile si on veut certains bonus dans le jeu, certains événements aussi. Par exemple, le voisin nous donne un cheval à un moment. Pour avoir ce cheval, il faut avoir autant d'amitié avec lui. Donc tous les jours, vous devez aller lui donner un œuf dur. Voilà. Ou un champignon. Je crois que c'est les champignons. Ouais, lui, il aime bien les champignons. Faut aller lui donner un champi tous les jours. Il et aime bien est les trucs qui content. font péter, ce gars-là, d'ailleurs. Ah mais c'est un peu un malade hein, ce type-là. C'est un peu un malade. Et du coup, parce que, les gars, si on est là, c'est pour parler des filles un peu, non? Hein? On est là pour choper des meufs. On joue à un jeu vidéo, notre vie est nulle, on chope pas de meufs, et ben dans un jeu vidéo, on peut. Et Harvest Moon le permet. Tu peux courtiser les demoiselles de la vallée. Et oui. Et pour ce faire, il faut du coup, On comme dirait je disais... On dirait intitulé d'un site bizarre. Oui. Mais vous pouvez. Ta vallée. Une vie de merde. Comment draguer les minettes? Mais ça n'empêche, vous allez voir que c'est judicieux. C'est très judicieux. Pour, du coup, vous marier. L'objectif final est quand même de se marier avec quelqu'un. Vous devez monter sa barre d'amitié et d'affection au maximum. La barre d'affection étant immense. Genre vraiment, vous devez, limite pendant 1 an, tous les jours, venir donner à bouffer à la meuf que vous voulez épouser. Tu passes pour un relou de nos Ah oui, jours oui, à faire de ça. ouf. Hein. Belle image de l'amour. De ouf. Genre par Imagine, exemple... tous les matins tu te réveilles, t'as un gars qui t'attend à la porte pour te filer un œuf dur. Ah oui, mais non, mais... Qui tue un gratin tous les jours. Ah non, parce que Le l'œuf dur, c'est devant ton la voisin. L'œuf C'est dur, c'est derrière ton la voisin fenêtre. célibataire. Mais du coup, ton voisin, tu veux pas le draguer. Non, Pas le de voisin, dragage tu de peux pas. voisin. Tu peux pas, non. Tu peux pas draguer le voisin. Tu es d'office hétérosexuel et un homme. Ah, ouais, ça. Ah, t'as C'est un pas jeu le de droit de 2004, choisir c'est pour ton ça. sexualité. Non, d'ailleurs, pas le droit de choisir le sexe. Ce qui est intéressant, c'est que les développeurs ont sorti exactement le même jeu, mais avec un personnage féminin. Et le jeu s'appelait Harvest Moon Cute.
Voilà. Avec des petits cœurs et des fleurs dans les airs. C'est pas une blague, c'est en rose. vraiment des petits cœurs et partout, et voilà, Harvest Moon cute, et c'est exactement le même jeu, juste que c'est plus un homme, mais une femme, et... T'as un filtre rose sur tout le jeu pendant dès que tu joues. Ah oui, mais non, mais ça arriverait, ça, aujourd'hui, ça ferait un tollé monumental, hein, c'est sûr et certain. Après, on était en 2005, les gens étaient un peu moins chiants, voilà, je l'ai dit, allez, on passe à... ok. Ah, moi, je le dis, je le dis. Du coup, on parlait de quoi? Ah oui, pour épouser une meuf. Ah, alors, pour épouser ta bien-aimée, il te faut lui amener son plat préféré tous les jours. Donc si t'as de la chance, elle mangera du gratin et t'as juste à faire des patates et du fromage et elle sera très contente. Soit elle sera un peu plus chiante. Moi je voulais la blonde aux yeux bleus, et la blonde aux yeux bleus, elle veut de la tarte aux pommes. Super. La tarte aux pommes, du coup, tu dois cuisiner des tartes aux pommes tous les jours. Sauf que les pommes, ça se récolte quand, les pommes, les amis? En automne, merci. Allez, du coup, Oui, j'allais le dire. Attends, J'allais le dire. j'étais en train de me... ce truc, j'étais en plein débat intérieur, ça veut dire que je suppose que plus la fille est jolie selon les critères des développeurs, plus c'est chiant. non, parce qu'il y en a une, c'est du thé. Genre, c'est bêtement du thé, mais pour faire la tasse de thé, il faut des trucs de ouf. Tu vois, c'est en gros chaque fille courtisable vaut plus ou moins les autres. Il y en a une, ouais, c'est le gratin, et ça, le gratin, c'est la plus facile. Mais en même temps, c'est Il y a vraiment un gratin en plus. c'est une fille facile, mais c'est considéré comme une fille facile. Il y a pas, allez, c'est pas vraiment concept de fille facile, mais il y a des filles qui sont plus faciles à épouser que d'autres. Par exemple, celle-là, celle qui aime bien le gratin. Ça va tellement drifter là, je le sens. Ah non, vous allez comprendre. Oh là là. En gros, il y a pour pouvoir te marier, du coup, il y a des niveaux d'affection qui sont visualisés par un petit cœur de couleur qui bat à côté de la personne. Ce cœur, du coup, peut avoir différentes couleurs. Je vais pas vous les faire, je ne sais plus lesquelles c'est. Et en gros, à chaque couleur, en gros, vous devez faire une cinématique, un genre d'event. Vous devez vous retrouver à une heure précise, à une saison précise, à un endroit précis. Et peut-être que la cinématique se lancera. Et par exemple, la meuf avec son gratin, qui s'appelle Célia dans le jeu, si je ne dis pas de bêtises, la plupart de ces cinématiques se passent soit sur votre propriété, soit sur la sienne. Donc c'est pas très compliqué, parce que tu vas... si tu taffes chez toi et qu'il est... Enfin, tu vois, s'il y a par exemple un événement qui se passe à 14h sur ta propriété en été, il y a de grandes chances qu'à 14h tu sois sur ta propriété, tu vois. En train de faire ton champ ou quoi, et ça va lancer la cinématique. Bien sûr, tu n'es au courant de rien. Non. Bon, Ça, de base, les fameuses C'est trop cinématiques simple sinon. qui sont obligatoires pour épouser, tu dois toutes les avoir faites. Tu peux être passé à un cœur supérieur pour faire celle d'un cœur en dessous. Tu vois, genre si t'as pas fait la toute première cinématique, tu peux, alors que t'as fait les autres, tu peux la refaire, y a pas de problème. Mais on te dit pas. Tu dis pas du tout. Tu sais pas du tout que tu dois aller au bar à 20h30 en hiver quand il pleut pour, tu vois. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et Aïe. alors, là où ils Mais je trouve, étaient très forts, attends, je termine vite ça, là où Vas-y. ils ont été très très forts, c'est que les filles courtisables ont également tu as des rivaux. Chaque fille a un type dans le village qui veut se la taper. Et eux aussi ont des cinématiques. Donc si tu as les C'est une 4 compétition en plus. si tu as les 4 cinématiques de ton rival, si tu arrives au moment où il y a la cinématique de ton rival, t'es baisé, il se marie avec. Sauf si toi t'as les 4 cinématiques avant lui, tu peux te marier avec. tu peux finir tout seul à la fin? Si toutes les filles sont mariées, tu te retrouves tout seul, ouais. Il y a un chemin de traverse, il y a d'autres Est-ce que filles tu peux attendre qu'elle divorce? Est-ce que tu peux tuer les rivaux? Non, non, on ne peut rien tuer dans ce jeu. C'est C'est comme ça que tu fais, Gibon, oui. à Nantes. Pas vous? On l'appelle le bourreau de Nantes. La veuve noire. Non mais... Mais Valky, j'ai une question qui me taraude depuis 10 minutes. Vas-y. Est-ce que tu tiens ton amour du gratin de ton amour de Harvest Moon, hein? Peut-être, mais j'ai pas épousé la meuf qui mangeait du gratin. Ah merde. J'ai épousé celle qui mangeait des tartes aux pommes, la blonde avec des yeux bleus. Et c'est d'ailleurs, je pense, de là que depuis que j'aime beaucoup les blondes aux yeux bleus. Je sais pas, c'est Mais peut-être alors, ça. Ouais, que dire après ça, je ne sais pas. Mais tu parlais, on revient sur les tartes aux pommes. Tu parlais du fait que les pommes, ça ne n'était produit que durant l'automne. Du coup, si tu rates ta cinématique et que tu rates ta première saison, tu es obligé d'attendre 1 an. Oui, et déjà, t'es obligé d'attendre 3 ans parce que tu dois avoir augmenté ta maison maximum et tu peux l'augmenter qu'une fois par an.
Mais du coup, tu dois farmer les pommes pendant tout l'automne juste pour pouvoir faire tes dons de tarte aux pommes tous les jours. Exactement, parce que sinon tu te retrouves à court. Oh là là. Ouais. Et ça, tu dois anticiper. Ah oui, dis donc, qu'est-ce qu'on se marre. Mais oui, mais c'est stylé, c'est stylé. Parce que ce jeu offre un vrai level de difficulté, parce qu'au final, ça, c'est pas vraiment très compliqué, parce qu'il y a aussi les mariages spéciaux. Et oui, Oh là là. et les mariages spéciaux, c'est simplement, genre, vous voyez la déesse des moissons? Bah, vous pouvez l'épouser. Il y a une sorcière aussi, bah, vous pouvez l'épouser. Il y a une sirène, Tu peux avoir plusieurs épouses? Non, tu peux en avoir qu'une. Dommage. Bien tenté. Tu peux en avoir Et qu'une. Marguerite Lavache, J'ai toutes les super questions. Tu peux en avoir qu'une. Mais les mariages spéciaux, avec les personnages spéciaux, vous devez avoir tous les lutins, les 101. Vous pouvez pas en avoir que 60, vous devez avoir les 101. Donc en gros, tu dois tryhard le jeu pour pouvoir épouser les personnages un peu spéciaux du jeu, quoi. Mais genre la sirène, par exemple, si tu veux te marier avec la sirène, tu dois débloquer la sirène qui est dans le sous-sol du savant fou du village, savant fou du village qui n'ouvrira sa cave que si c'est devenu ton pote et que tu vas chez lui à telle heure, à tel moment, tu vois. Pour lui offrir du gratin. Du coup. Pour lui offrir... non, c'est lui qui mange des œufs durs. Tu lui apportes des œufs durs et du poisson et il est ton pote et après il l'ouvre et il dit ouais en fait il y a une sirène dans ma cave. Puis après tu courtises la sirène, tu fais tes 4 cinématiques avec la sirène et paf, t'as les enfants poissons. C'est vraiment un jeu japonais. Ah, c'est un putain de jeu japonais. Là, ouais, pour le coup, on y est. Là. C'est un putain de jeu japonais. Mais là, bon, je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé de la gestion, du côté gestion du jeu avec la ferme. Je vous ai parlé du côté simulation de vie avec le côté relationnel et compagnie. On va parler RPG maintenant. Hein? Ah bah oui, parce qu'il y a un gros côté RPG dans ce jeu. Et ce côté RPG, il est représenté via les mines. Une mine. Voilà, j'ai laissé exprès un blanc parce que j'étais sûr que quelqu'un allait la faire. Du coup, les mines. Bah alors les mines, bah déjà pour débloquer les mines, bah tu dois aller sur le site de fouilles archéologiques à 14h en été, mais couilles Mickey. Et il faut pas passer un concours pour les mines? Et avoir la... Non. Quoi? Oh. Je l'ai pas. Ah, c'est pas grave. Ah, merde, je l'ai pas, putain. Vous m'expliquerez en off, hein, s'il vous plaît, merci. Alors du coup, les mines, déjà, elles se débloquent via un event, donc ça fait toujours plaisir. Il y en a 5 en tout. La première fait 3 étages, c'est juste pour te mettre dans le bain. Donc c'est vraiment des cases, et un peu à la Pokémon Donjon Mystère, si vous voyez. Vraiment des étages, et tu tombes, et tu tombes, et tu tombes, et tu vas de plus en plus bas. Pour récupérer des minéraux, pour upgrade tes outils. Hein, c'est sympa, mais des matériaux comme le mithril, par exemple, hein, les nains parmi nous pourront l'entendre, hein, Passe-Partout, on pense à toi, ça fait partie des matériaux les plus solides, et il se trouve à partir de l'étage 1000. Non mais j'ai l'impression que c'est un condensé de tout ce qu'on peut faire de pire. Oui, oui. Mais du coup, attends, parce que attendez, on va remettre les choses à leur place. Les mines. Du coup, tu dois casser des cailloux pour récupérer les objets, hein. En comptant que y a soit un escalier qui te fait descendre, soit un escalier qui te fait monter, et soit des trous qui te font tomber plusieurs étages plus bas. En fonction de combien d'étages tu descends, tu perds de la fatigue. Vous savez, cette fameuse barre de fatigue. Ah oui, c'est ce que j'avais demandé. Ouais. Là, tomber de plusieurs étages te fait perdre de la fatigue. Casser des cailloux te fait perdre de la fatigue. Du coup, vous allez me dire, on va prendre les escaliers. Vous savez comment faire pour repérer les escaliers et les trous sur le sol? Faut creuser. Avec votre houe. Avec un outil, du coup. Donc en fait, ça consomme aussi, quoi. Ça consomme ta fatigue à fond de balle. Sans compter qu'il y a des animaux maudits dans les caves, et ces animaux maudits vous attaquent, vous chargent, il y a les mouches, les scorpions, les serpents, il y a tout... Et ça, tu peux les tuer. En effet. Menteur. C'est tout Stardew Valley, mais en beaucoup plus chiant, quoi. Ah oui, j'essaierai Stardew Valley, je pense. Ah bah vas-y, parce on que met pour le coup, package complet. Plus sympa. Mais alors, Stardew, juste pour la petite info, quand vous avez débloqué la 3e mine, déjà faut en avoir débloqué 3, faut déjà être bien chaud. Quand tu vas à l'étage 111 de la 3e mine, il y a une porte sur le côté, tu rentres dans cette porte, et tu arrives dans une chambre avec une fille qui dort dans un lit. Oula, attention. Cette fille, qui s'appelle Keira dans le jeu, vous pouvez l'épouser. J'en étais sûr. Ce qui veut dire que tous les jours, si tu veux épouser cette fille,
Oh là là. Tu dois descendre les 111 étages du truc. Et alors attention, parce que si tu prends un trou par erreur et que tu te retrouves étage 355, bah t'es baisé et tu peux plus rien faire. Tu peux plus sortir. Non, mais laisse-la à ton rival, hein, c'est bon. Mais elle a pas de rival. Les persos spéciaux, ils ont pas de rival. Ils sont au-dessus ils ont pas de rivaux, ils sont au-dessus de ça. Donc vous voyez, le jeu est déjà dur de base, mais offre des opportunités de difficulté très élevées. Bon, Mais après, en soi... rassure-moi. Oui, vas-y. Rassure-moi. T'avais quel âge quand tu l'as connu, ce jeu? 10-11 ans. T'as pas pu faire tout ça à 10-11 ans. Ben, j'ai eu la chance de tomber sur un type qui avait fait la solution complète du jeu sur un site page perso Orange. En français et tout, du coup. Donc, vraiment tout bien. Le gars avait tout détaillé et tout. Je savais tout faire. Mais non, jamais Moi, j'ai juste épousé un personnage normal et j'ai fait mes trucs normalement. Les mines, j'ai jamais atteint les niveaux 1000 et tout parce que c'est beaucoup trop dur. Parce que si t'as pas les bons stuff, tu te retrouves fracassé à perpète les alouettes. Bon, du coup, le 11 sur 20, il est justifié. Le 11 sur 20 est justifié, selon moi, parce que oui, le jeu est horriblement dur. Le jeu est horrible. Le jeu est horriblement dur. Mais ce côté où en fait tu ne connais rien et du coup t'es en découverte permanente. À tout moment, en fait, tu rentres quelque part et tu trouves un truc de ouf. Par exemple, il y a une femme qui a sur sa tête une carapace de tortue. Ben, si t'attrapes une tortue et que tu vas lui donner, elle te donne un truc de ouf en échange, tu vois, et ça, tu le sais pas. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, en fait. C'est ça que je trouve fantastique dans ce jeu, en fait, et c'est un truc que j'ai plus ressenti depuis très longtemps dans des jeux. Cet effet de surprise, vraiment, en mode, putain, what? Enfin, y a plus rien de surprenant, je trouve. Ou enfin, si t'es surpris sur le moment, mais c'est pas un truc aussi colossal. Ouais, mais ça fait combien de temps que t'as pas joué à un jeu sans vraiment regarder rapidement des solus aussi? Bah, la plupart des jeux que je fais, en général, je regarde pas les solus. Hein. Ok. Est-ce que vous ne pensez pas que les jeux sont trop faciles maintenant? Est-ce que, là, on a l'exemple ici d'un jeu qui est trop dur pour des enfants, parce que pour avoir joué aux versions Wii et tout qui sont sorties quelques années après, les jeux ont été grandement simplifiés. Mais est-ce qu'on n'est pas justement face à un moment où on se dit que les jeux en fait sont trop simples et trop guidés en fait? Après, on a grandi aussi, donc la difficulté, c'est plus la même chose. C'est pas parce que les jeux... En fait, quand on a joué dans notre enfance, ça nous paraissait difficile parce qu'aussi on était peut-être un peu bête. Ouais. Si après, tel qu'il le décrit, ça a quand même qu'en bien grandissant, chiant. on est... Ouais, c'est ça, il faut pas confondre difficulté Après, là, c'est avec clair que... jeu chiant, quoi. C'est ça, là c'est chiant, c'est pas difficile, c'est juste chiant. Et ça m'est déjà arrivé personnellement de revenir sur des jeux auxquels j'avais joué il y a longtemps. Et en fait, c'est pas que c'était forcément trop difficile, c'est que j'étais un peu jeune et que il y avait peut-être pas des passages qui étaient peut-être un peu difficiles pour une personne de l'âge que j'avais quand j'y avais joué la première fois. C'est vrai que le packaging te dit viens, je vais passer du bon temps et en fait tu vas roter du sang au final. Mais non, tu vas roter du sang si tu t'attardes sur tout ce qu'il y a à faire. En soi, quand t'es gamin, tu fais que faire aller ta ferme et oh non, j'ai raté le concours des vaches. Oh super, j'ai trouvé un lutin, tu vois, tu t'en fous. Puis trop bizarre. Et puis imagine, t'achètes la version kawaii rose pour les filles et que tu tombes sur ça, quoi. Ah oui. Après, juste petit détail assez amusant, je vous avais parlé au début du fait qu'il y avait eu un jeu GBA qui était sorti et que c'était exactement très fortement les mêmes. C'est pas pour rien. Parce que si vous le savez, si vous avez eu à l'époque une Nintendo DS ou une Nintendo DS Lite, vous avez sûrement dû remarquer qu'il y avait un port cartouche Game Boy Advance sur votre Nintendo. Et ce jeu permettait, si tu introduisais la cartouche de Harvest Moon GBA, eh bien tu avais accès, parce que ça c'est très frustrant aussi dans ce jeu, si tu vas tout à droite de la map, il y a une route, et ils te disent c'est la route pour la ville, tu ne peux pas y aller, tu as encore beaucoup de travail. Parce que si tu as libéré les 101 lutins, tu peux te barrer. Tant que tu n'as pas les 101 lutins, tu ne peux pas te barrer. Mais tu crois que tu peux te barrer. Mais il te faut la cartouche GBA pour te barrer, en fait. Et grâce à cette cartouche, tu peux rencontrer tous les personnages du jeu précédent. Et là aussi, tu peux te marier avec. Et c'est super intéressant parce que, par exemple, il y a une meuf qui gère tout ce qui est les poules et tout. Donc, elle va commander de la nourriture pour des poules et compagnie. C'est via elle. Tu les pousses pour qu'elle soit chez toi et les commander directement sans de ton lit. Bah, elle, tu peux l'épouser. Voilà, exactement. Tu peux, elle, l'épouser. C'est un mariage pratique. Exactement. Ça ouvre le jeu, se démultiplie si tu as la cartouche GBA. Du coup,
J'en profite, étant donné qu'on a quand même une petite notoriété sur les internets. Si jamais vous avez une cartouche Harvest Moon GBA qui fonctionne, c'est pas grave si la pile ne fonctionne plus parce que je sais les changer. N'hésitez pas à nous contacter, j'en suis preneur. Voilà. Vous pouvez nous contacter sur Twitter @podculture, aussi sur Instagram @podculture. Faites-moi un DM si vous avez la cartouche. Et des nudes aussi. Alors, s'il vous plaît. On vous livrera des tartes aux pommes tous les jours. Oh ouais, tous les jours, une tarte aux pommes. Je te regarderai par ta fenêtre. Globalement, c'est un jeu qui ne paye pas de mine, mais qui a une énorme difficulté, une immense difficulté si tu veux le terminer en entier. Et c'est ça qu'en fait, je commence plus... c'est ce que je me suis rendu compte en tout cas en écrivant cette chronique, c'est qu'en fait ce jeu, il n'était pas forcément destiné pour des gamins. Un puissant fond, hyper tournable. Je pense non, ouais. Il est pas destiné Donc du tout à des enfants. tu ne le recommandes pas en fait pour nos auditeurs. Ah, moi je le recommande. Je le recommande énormément parce que c'est. Et Antonio recommande Stardew Valley. Eh oui. Oui, Stardew Valley sera peut-être plus destiné à ce que vous attendez, mais il y a quand même ce petit côté, il y a ce petit côté Japon qui est quand même très savoureux, hein. Et surtout que tu peux très bien jouer en ne te prenant pas du tout la tête et en t'occupant de tes animaux, en faisant tes champs et tout à ton aise, que rush les objectifs et du coup suer tes grands morts dans les mines en esquivant les animaux maudits et les objets maudits qui essayent de te tuer. Ça c'est un choix aussi. Mais globalement voilà, c'est un jeu qui je trouve allait toucher à beaucoup de choses et je trouvais ça assez impressionnant pour un petit jeu un peu perdu au final. C'est un jeu qui a pas fait beaucoup de ventes en Europe ni aux États-Unis, mais énorme au Japon, colossal pour changer. Mais c'est une petite c'est une série de jeux qui subsiste depuis puisque d'ailleurs on a un jeu Switch qui est sorti il y a 10 jours. Donc voilà, c'est tout. Mais si on veut conclure, finalement, l'idée c'est que si vous voulez jouer à un jeu sur la gestion de ferme, allez sur Stardew Valley. Si vous voulez pleurer des larmes de sang, allez sur Harvest Moon. Mais Harvest Moon, ça a beaucoup plus de saveur que Stardew Valley, c'est sûr. Mais t'as pas joué à Stardew Valley? Ah ouais. Comment c'est que ça a plus de saveur ou pas? Mais parce que ça pue la saveur, Harvest Moon. Mais c'est encore une fois bâclé cette chronique, j'en ai marre là. Merde, j'aurais dû faire un playthrough. Un playthrough. Merci d'avoir apporté ce jeu de ton cœur, Valky. J'avais besoin d'en parler. Prochaine fois, je parle de Mario Kart. Allez. Très peu connu. Je connais un petit jeu, Smash Bros. Non, merci pour tout ça. Je ne pense pas que je le testerai. Moi non plus. En toute sincérité. Mais par curiosité. Essayez par curiosité au moins. Vous allez voir. L'argent rend fou. Non, ça va. Oh. On verra bien, mais il faut avoir du temps, à mon avis, pour faire tout ça, et voilà. Oui. Parfait. C'est très bien, tout ça, messieurs. Très bien pour une première fois. Bravo. Pour une première fois. Je fais ce que j'ai pu. Dans le déni, première fois pour nous, on est vieux de la vieille maintenant, on connaît tout ça. Ah oui, d'accord, on s'en toute première fois. Toute première fois. Attends, on va se faire striker, arrête. Ah merde. Je sens tellement bien, arrête. Pardon, excusez-moi. Donc, on va s'arrêter là, peut-être. Finir mon gratin. Tu vas finir ton gratin. Oui. Avant de conclure, avant de tout boucler et de vous laisser, Antonio, où est-ce qu'on peut nous retrouver? Comme au Lidl de Bourg-en-Bresse les mercredis et samedis. À l'Olympia le 12 novembre. Et à Bercy. Non mais comme je l'ai mentionné, nous sommes disponibles sur Twitter et Instagram @podculture, tout attaché. Et puis voilà, on peut nous suivre, nous mentionner, nous faire des DM aussi si vous voulez. Des news. Alors ça c'est si on veut nous pour suivre sur les réseaux sociaux, mais on est disponible aussi sur plein de plateformes de podcast. On est aussi sur plein de plateformes de diffusion. On est sur YouTube, superbe plateforme de diffusion podcast. Oui. Et on est à peu près partout. On est sur Spotify, on est sur iTunes, Apple Podcast, Google Netflix. Podcast. Globalement toutes les applications de podcast pour vos téléphones, pour vos cellulaires, pour vos GSM, vos ordinateurs portables. Ça vous fait rire un GSM, hein? GSM. Oui, si tu veux.
On appelle tout ça comme Non, mais ça. ça, on est partout, vous pouvez pas nous manquer. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire avant qu'on clôture définitivement et puis et Le qu'on se laisse là parmentier, c'est meilleur avec des épinards. Ah, vraiment. Eh bien, du coup, on va vous le laisser pour ce soir. On vous souhaite une très bonne soirée et puis, écoutez, on se retrouve très très bientôt, j'espère, pour une nouvelle chronique. Cette fois-ci, je pense que ce sera moi-même et Gibon. Et d'ici là, à bientôt. À bientôt. Et bientôt à la prochaine. Et prenez soin de vous, bien. Ciao. Bisous.